C'est l'heure du sonneur. Et donc vendredi dernier, les 19 899 cahiers de doléances qui étaient issus de la crise des Gilets jaunes, vous vous rappelez, hein, à l'époque, Emmanuel Macron avait invité à une grande convention citoyenne, ça permettait aussi de calmer peut-être les mécontentements. Eh bien, donc, ces cahiers de doléances avaient été réunis, rédigés entre 2018 et 2019, et tout ça a été finalement rendu public plusieurs années plus tard, alors que ça avait été longuement demandé. Jusqu'à là, les consultations étaient réservées à une poignée de chercheurs et d'archivistes. Ils sont désormais disponibles dans tous les centres d'archives. Les députés vont même désormais pouvoir plancher sur la mise en place d'une plateforme numérique en open source. Et le 11 mars dernier, ils adoptaient, les députés toujours, à l'unanimité, une résolution transpartisane qui était portée par une députée écologiste, Marie Pochon, qui demandait la numérisation et la mise à disposition de ces documents. Alors voilà, où en est-on clairement de ces cahiers de doléances? Que contenait-il finalement? Que contenait-il, puisque ce n'était pas forcément bien connu? Et puis, quelles leçons tirer de cette crise? Emmanuel Macron, à l'époque, donc, avait ouvert cette consultation citoyenne censée calmer, on va dire, la colère des citoyens. Aujourd'hui, on a vu qu'il a multiplié cette méthode de convention citoyenne sur le temps de l'enfant, ça c'est la dernière, sur le climat, etc. Finalement, est-ce vraiment citoyen, ces conventions citoyennes? C'est aussi le fond de la question qu'on aimerait poser à Jean-François Bernaba. Bonjour Jean-François Bernaba. Bonjour, bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes gilet jaune de l'Inde à l'époque et vous aviez monté la liste jaune et citoyen en 2019 pour les européennes. Et puis donc figure bien connue des gilets jaunes. Jean-François Bernaba, quelle est votre réaction d'abord à cette mise à disposition des cahiers de doléances? Écoutez, on est toujours dans la même stratégie. Emmanuel Macron, d'ailleurs, l'a porté à son paroxysme, c'est celle de l'enfumage. Oui. Il y a plusieurs phases. D'abord, on commence par feindre l'ignorance, l'incompréhension par rapport à une révolte populaire. Ensuite, on passe à la phase de répression. Et si ça ne fonctionne pas, alors à ce moment-là, on s'approprie une partie, en tout cas, de la parole des révoltés. C'est la tentative de parole performative, la parole qui vaut acte. Et puis, on crée une grande consultation, un grand débat qui, comme vous l'avez dit, s'étale sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ouais. Évidemment, les gens ne peuvent pas se mobiliser indéfiniment. Et donc, la pression retombe. Et à partir de là, on crée éventuellement un comité Théodule. On intègre peut-être quelques leaders de cette révolte dans des organismes bien inutiles. Et puis, tout ça retombe et le tour est joué. Alors, ce programme, c'est le programme que Emmanuel Macron a appris dans sa formation comme Young Leader. Vous savez, ce programme américano-européen chargé de former les futurs dirigeants occidentaux et il l'applique. Il n'a pas appliqué, évidemment, vous l'avez rappelé, que pour les Gilets jaunes. Nos agriculteurs en ont fait les frais il n'y a pas si longtemps que ça a été exactement la même stratégie. Oui. C'est la stratégie de l'évitement de la réponse aux aspirations, aux revendications populaires profondes. Et on fait comme si on allait les découvrir maintenant, alors que dès le départ, vous savez, moi je me souviens très bien, immergé dans cette révolte, j'ai porté sur tous les plateaux de télé pendant des mois. Et dès le départ, très rapidement, quels étaient les axes principaux des aspirations, des revendications de cette révolte. Le pouvoir les connaît depuis le départ. Je vous rappelle, il y avait 4 axes principaux. Ces 4 axes principaux, c'était d'abord, bien entendu, le pouvoir d'achat. C'était ensuite la justice fiscale et sociale. C'était la qualité, la proximité des services publics, et c'était un besoin criant de démocratisation de nos institutions. Et à toutes ces questions, donc le pouvoir a tout fait, a tout déployé pour ne pas répondre et pour ne pas donner satisfaction. Et la situation, d'ailleurs, n'a fait que s'aggraver. Il y a même un paradoxe incroyable. Oui. C'est que non seulement le pouvoir n'a pas répondu,
Mais depuis cette époque, il a systématiquement, dans tous les domaines de la vie publique, mis en place une politique rigoureusement contraire aux aspirations qui s'étaient exprimées à l'occasion de cette révolte. Dans tous les domaines, il n'y en a pas un qui y ait échappé. Oui. Donc vraiment, cette publication à présent, je pense que c'est à nouveau un enfumage. J'ai l'impression que François Bayrou invente l'enfumage à tiroir. C'est-à-dire qu'à partir d'un enfumage, il crée un autre enfumage. D'accord. Alors, pourquoi, malgré tout, je comprends très bien l'idée que la mise en place de ces conventions citoyennes soit un enfumage en soi, mais pourquoi le fait de les publier, c'est un enfumage? Parce que, malgré tout, ça permet de se replonger dans, dans cette crise et de voir les revendications qui ont peut-être été oubliées, et ça pourrait servir politiquement ceux qui voudraient, je sais pas, s'en servir, et ceux qui voudraient peut-être reprendre le flambeau, non? Non, je ne crois pas. C'est une vision un peu naïve de l'attitude du pouvoir. Vous savez, moi je crois que ça correspond aussi à, à cette idée de référendum. Bon, François Bayrou est le plus impopulaire des ministres de la Ve République. Il est à 14%, c'est absolument dérisoire. Et donc, bon, évidemment, il jouit de sa position de Premier ministre, Oui. c'est le couronnement de sa carrière, et son objectif, son projet, c'est de durer le plus longtemps possible. Oui. Et pour ça, on sait bien, il vaut mieux ne pas prendre trop de risques. Mais bon, il faut quand même faire quelque chose. Et ce quelque chose, ce serait un projet de référendum. Vous en avez entendu parler. Alors, il y a déjà eu un ballon d'essai, une proposition complètement débile de référendum sur la retraite. Évidemment, pour le pouvoir, c'était catastrophique. Donc, Macron a repoussé ça d'un revers de main. Et là, il est question d'un référendum, alors beaucoup plus malin, sur la question des déficits. Oui. Avec pourquoi pas demander aux Français, êtes-vous favorable à diminuer les déficits? Ça, c'est évidemment. Oui. Comment répondre non à une question comme celle-ci? C'est magnifique. Oui. Bon. Mais tout ça est fait pour enfumer par rapport à un autre projet de référendum. On sait bien que le Rassemblement national, que la droite dite républicaine, j'ai tendance à l'appeler la droite bourgeoise, peu importe, proposent depuis longtemps un référendum sur la question migratoire, qui évidemment préoccupe beaucoup les Français. Bien. Alors, le fait de sortir ces cahiers, je pense qu'il y a une manœuvre derrière. Vous savez, la question migratoire, lorsque ces cahiers ont été rédigés, d'abord par qui ils ont été rédigés? Ils ont été rédigés par des Français issus des petites villes de province, des zones rurales, qui, à l'époque, il y a maintenant 6 ans, bientôt 7 ans, ne vivaient pas au quotidien les conséquences de la submersion culturelle issue des flux migratoires considérables. Oui, tout à fait. Et donc, cette question n'a pas été, ou que très marginalement, abordée dans les cahiers de doléances. Alors, c'est une façon de dire aux Français, quelque part, vous voyez, ce projet de référendum sur l'immigration, mon Dieu, c'est pas ça qui concerne les Français. Ce sont d'autres sujets. Et donc, on va vous proposer un référendum sur un autre sujet. Voilà. Je crois que c'est là, à mon avis, où se situe le calcul politicien, parce que, vous savez, on vit dans cet univers politicien, les intérêts des Français, tout ça, pour ces gens-là, c'est complètement secondaire. Oui, mais attendez, Jean-François Bernabé, malgré tout, dans ces cahiers de doléances, doivent être présents la demande du RIC, par exemple. Ah oui, bien sûr, évidemment. Donc ça pourrait malgré tout se retourner contre eux. Vous savez, le RIC, moi j'y suis naturellement favorable, mais pour moi c'est un complément. Bien sûr, la seule solution véritable, la seule issue pour que les Français accèdent réellement au pouvoir, c'est un saut qualitatif de la démocratie. C'est-à-dire l'instauration d'une démocratie participative. Mais une démocratie participative, ça doit commencer par un référendum de politique générale. Le RIC, c'est bien, c'est un complément. Mais il faut d'abord que les Français expriment dans tous les domaines essentiels de la vie du pays
leur volonté majoritaire. Et donc, pour cela, il faut que le référendum, la voie référendaire, soit utilisée à l'occasion d'un référendum de politique générale. Là, à ce moment-là, eh bien, nous serons, les Français décideront par eux-mêmes, sans le filtre, sans l'interface des partis, d'un système d'un système institutionnel qui est archaïque, on le voit bien. Les gens désertent, les gens ne veulent plus élire, ils veulent voter. Oui, tout à fait, je comprends. Ils veulent voter comme ils ont voté en 2005. Bon, bah, évidemment, le risque, c'est qu'ils ne votent pas ce qu'on attend qu'ils votent, bien sûr. Mais le véritable projet politique qui permettrait la satisfaction des aspirations profondes des Français, eh bien, c'est un projet de démocratie participative. Nos institutions ne permettent plus de faire émerger, et encore moins de voir mise en œuvre, la politique que majoritairement les Français veulent voir mise en œuvre dans tous les domaines. Oui. Jean-François Bernabé, encore une question. Vous avez participé, vous, au cahier de doléances ou pas? Ah non, personnellement, je n'y avais pas participé. J'avais dénoncé déjà l'enfumage qu'il représentait, mais j'ai parfaitement compris. Vous savez qu'il y a, je crois, près de 250 000 personnes qui ont participé, très naïvement, et qui croyaient. Vous savez, durant toute cette période de la révolte des Gilets jaunes, les gens se sentaient formidablement légitimes à exprimer leurs aspirations, leurs souhaits, et ils ont été extraordinairement déçus. Pour eux, la montagne a accouché d'une souris, et pourtant, ils ont obtenu quelque chose. Le pouvoir, pour la première fois depuis des décennies, a reculé grâce au rapport de force. Mais ils ont été considérablement déçus. Alors, je comprends qu'ils aient voulu participer, ils ont voulu croire que tout ça allait déboucher sur quelque chose, et puis ça a été rangé, classé dans une bibliothèque. Dans un tiroir, oui. Voilà, oublié un temps. Pour pouvoir éventuellement servir à un autre moment. Voilà. Et c'est le cas aujourd'hui, c'est ce que vous nous dites. Et c'est le cas maintenant. Jean-François Bernabé. Merci beaucoup, Jean-François Bernabé. Je rappelle, Gilets jaunes de l'Indre. Vous aviez monté cette liste en 2019 aux Européennes jaunes et citoyens. Tout Toxin à fait. continue. Je vous remercie de votre invitation. À bientôt. Au revoir et Toxin, amis. N'oubliez pas de vous abonner à la Gazette du Toxin sur toxin-media.fr/gazette. Vous savez, tous les jours, Valentin vous écrit dans votre boîte mail, vous recevez le meilleur de la matinale. C'est un courriel, donc impossible à censurer par le système. C'est condensé, c'est fait pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui préfèrent lire, tout simplement. C'est aussi une version courriel qui peut être partagée. C'est spécialement conçu pour être transféré en un clic. Bref, c'est la version efficace pour pouvoir diffuser au mieux nos idées et les véritables informations. Pour recevoir gratuitement la Gazette tous les soirs, inscrivez-vous donc tout de suite sur toxin-media.fr/gazette, toxin-media.fr/gazette. À bientôt.